s'achever devant la Convention citoyenne pour le climat. Il exclut 3 de leurs propositions, mais retient les 146 autres. C'est notamment favorable à une réécriture de la Constitution. À quelques minutes de la décision de la justice dans le procès Fillon, nous serons en direct du tribunal avec Laura Martel. Et puis pour la fin de ce journal de Victor Osimhen, lauréat du prix Marc Vivien Foé, meilleur footballeur africain de Ligue 1 de l'année pour RFI et il promettait une réponse forte aux attentes des Français pour le climat. Il répondait aussi peut-être à la vague verte qui a submergé la France hier. Les écologistes ont remporté plusieurs villes au second tour des municipales. Pendant ce temps, le parti d'Emmanuel Macron, la République en marche, n'a pris aucune métropole. L'Europe d'écologie des Verts a rejeté donc tout un peu le gouvernement. Yannick Jadot, le député, a appelé à agir sans débordement écologique pour l'instant. Hasard du calendrier ou pas, Emmanuel Macron reçoit pendant que je vous parle les 150 citoyens qui ont planché ces 9 derniers mois au sein de la Convention climat. Ils en ont sorti 149 propositions et au début de son discours devant Emmanuel Macron l'a dit, l'une des priorités, c'est de mettre l'écologie au cœur du débat. On a longtemps dit que la croissance, la nouvelle croissance, c'est de notre modèle social. Nous pouvons bien que le chemin de la croissance, notre modèle social définitivement. Remettre l'écologie au cœur du modèle productif, faire le pari de l'investissement dans les transports, les énergies, les technologies de demain. Et pour moi, ce premier pilier qui réconcilie économie et écologie, que vous assumez et auquel je crois. Investir, transformer, innover, c'est ce qui correspond à notre pays, à cette philosophie des Lumières qui nous a fait. L'État prendra toute sa part. C'est pourquoi, dès le plan de relance que nous sommes en train de préparer, 15 milliards d'euros supplémentaires sur 2 ans seront injectés dans la conversion écologique de notre économie. Et dans cette ligne, Emmanuel Macron rejette donc, pour ne pas décourager les investisseurs, la taxe de 4% sur les dividendes proposée par la Convention. Le président français, je vous le disais, a décidé de retenir 146 des 149 propositions de la Convention climat et de les transmettre au Parlement. Il se dit prêt à recourir au référendum en 2021, notamment pour introduire dans la Constitution française des notions de biodiversité, d'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique. Emmanuel Macron est aussi pour un moratoire sur les nouvelles zones commerciales. Il se dit prêt à revenir sur l'accord commercial du CETA s'il enfreint les accords de Paris. Le président écarte en revanche le débat sur les 110 km/h sur l'autoroute. Dans l'assistance de ce discours, il y avait Édouard Philippe. Les 2 hommes devaient se rencontrer ce matin. Son avenir local est assuré, mais son futur au plan national est en suspens. Restera-t-il Premier ministre après sa victoire au Havre hier soir? C'est la question piège que le gouvernement au lendemain du second tour. Emmanuel Macron prépare un remaniement d'ampleur et son choix pour Matignon est encore inconnu. Julien Chavannes. La décision du chef de l'État pourrait tomber avant le week-end prochain, avant l'installation du conseil municipal du Havre qui doit formellement élire Édouard Philippe, maire de la ville, ou simple conseiller s'il reste à Matignon. Emmanuel Macron va-t-il décider de changer de visage pour diriger son gouvernement?
ce qui espère maintenant que le tribunal décidera donc d'attendre pour statuer, d'avoir l'avis du Conseil supérieur de la magistrature saisi par Emmanuel Macron, mais aussi la fin de la commission d'enquête parlementaire sur l'indépendance de la justice, devant laquelle Éliane Houlette, justement, avait allégué des pressions subies. Si la présidente accepte de l'ouvrir les débats, le jugement pourrait donc être reporté de plusieurs mois, mais si elle refuse, elle rendra donc sa décision de faveur. Laurent Martin, au tribunal de Paris avec les moyens techniques de Bertrand Leclerc. Il s'était donné de l'autre côté du monde un objectif pour cette année, réserver 30% des postes de responsabilité aux femmes. Aujourd'hui, le gouvernement japonais est sur le point de retarder de 10 ans ce projet. Shinzo Abe l'avait annoncé dès son arrivée au pouvoir il y a 8 ans, avec pour objectif d'accroître donc la part des femmes à des postes de direction et de faciliter leur emploi pour pallier la pénurie de main-d'œuvre. On fait le bilan avec notre correspondant Frédéric Charles. En 2014, le ministre Shinzo Abe avait invité à Tokyo le gratin féminin de la planète, Christine Lagarde, Caroline Kennedy, Hillary Clinton, sous le signe des Womenomics. Shinzo Abe avait affirmé sa détermination à créer une société où les femmes brillent, en portant à 30% leur part dans les postes de direction en 2020. Christine Lagarde s'était dit convaincue que l'objectif de Shinzo Abe pouvait être atteint, même si des économistes affirmaient déjà que c'est impossible. Les Japonaises sont 60% à quitter leur emploi après le premier enfant, dont un taux d'activité largement inférieur aux hommes. L'obstacle majeur pour les femmes est le nombre limité de places dans les garderies. Aujourd'hui, Seiko Hashimoto, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, reconnaît que les Japonaises ne sont que 6% à occuper des fonctions de dirigeantes dans des entreprises. Le Forum économique mondial situe le Japon à 110e place en termes d'égalité des sexes. Frédéric Charles, Tokyo, RFI. Et puis, terminons ce journal avec le grand vainqueur du 12e prix Marc-Vivien Foé. Nous vous l'annoncions ce matin, RFI et France 24 ont nommé meilleur joueur africain de Ligue 1 de cette année, le Nigérian Victor Osimhen. De quoi couronner une saison brillante à Lille, bien sûr, pour un joueur dont le parcours n'a pas été un long fleuve tranquille, Olivier Pro. Plus tu marques, plus ta vie est simple, claire et nette. Cette devise de Victor Osimhen. Il y a 21 ans, il se l'est appliqué à la lettre. Cette saison au LOSC, il a quasiment réussi à faire oublier son prédécesseur dans le Nord et au palmarès du prix Marc-Vivien Foé, Nicolas Pépé. 13 buts, 4 passes décisives en 27 matchs de Ligue 1, 5 autres buts dans l'équipe nationale et d'Europe. De quoi faire monter sa cote en flèche. Arrivé plus de 12 millions d'euros à Lille l'été dernier en provenance de Charleroi en Belgique. L'attaquant nigérian pourrait quitter le Nord dès cet été. Plus de 80 millions d'euros. Tottenham et Liverpool seraient intéressés. Naples aussi. Incroyable destin pour ce gamin du quartier de Moussoussou, une déchetterie à ciel ouvert dans la banlieue de Lagos. Maman décédée alors qu'il n'a pas 6 ans, papa au chômage. Il vit des années avec ses 6 frères et sœurs dans une seule pièce, vendant des bouteilles d'eau dans les rues de la ville, entre 2 matchs de foot avec les copains du club des Ultimate Strikers. C'était avant d'être repéré par les Allemands de Wolfsburg en 2015 au mondial des moins de 17 ans qu'il remporte avec le Nigeria en terminant meilleur buteur. On le dit ambitieux, timide, accrocheur, aimant la vie. Je n'ai peut-être pas encore vécu le pire, répète ce fan de Didier Drogba. Mission de Derek Chauvin et des 3 autres policiers qui ne sont pas intervenus. Ils demandent tout simplement le démantèlement de la police, voire même son abolition, comme Mona, étudiante à Minneapolis. Absolutely. Minneapolis Police Department has said over and over again that they do not serve. Absolument. Le département de police de Minneapolis a prouvé maintes et maintes fois qu'il n'est pas là pour protéger les personnes noires. Cette police est là uniquement pour réprimer les Noirs. Eh bien, on a totalement perdu confiance en eux. On ne se sent pas en sécurité quand la police est dans les barrages. Alors, on va laisser au maire que nous avons élu le soin de décider quoi faire avec eux. Il doit écouter ce que demandent les gens et trouver comment remplacer cette police qui nous a trahis. En arrêtant de financer la police, en combattant le racisme systémique, on construira une société meilleure. En démontant la police, on va réduire l'incarcération de masse, on pourra financer à la place notre système éducatif, notre système de santé et ces investissements vont réduire le besoin même de police. Will reduce the need for a police force like Minneapolis Police Department. Et dans le siège de la mort de George Floyd, le slogan Defund the Police a trouvé
trouvé un écho politique. Une majorité d'élus de Minneapolis ont promis de voter le démantèlement de la police en promettant une nouvelle façon d'assurer l'ordre public et même un futur sans police. Ces élus avouent ne pas encore savoir quelle forme doit prendre ce futur sans police, mais ils estiment le Police Department de Minneapolis irréformable et raciste. Une analyse partagée par de nombreux manifestants comme Tony qui habite depuis plus de 20 ans le quartier afro-américain où George Floyd a été tué. Sur les lieux du drame, Tony, 30 ans, chauffe la foule, mégaphone à la main et pistolet à la ceinture, une arme à feu qu'il porte ouvertement pour se protéger, dit-il, de la police. Oui, je suis un homme noir en Amérique, donc j'ai mon permis de port d'armes. Parce que j'ai peur pour ma vie. J'ai peur quand je fais un jogging ou lors d'un contrôle routier. Ce sont des moments où on se fait tuer. Je me sens plus en sécurité avec cette protection sur moi. Et ici, on a le droit d'utiliser son arme pour empêcher un crime. Que ce soit un vol, ou si quelqu'un essaye de vous tuer, vous avez le droit de répliquer. Si un officier de police utilise la force pour essayer de tuer quelqu'un, on doit pouvoir intervenir en utilisant son arme. Donc mieux vaut vivre avec que sans le quartier. C'est vraiment pour ma protection parce que la police ici, ils tirent sans poser de questions. Le Minnesota fait partie des États où le port d'armes est autorisé enroulé dans son drapeau Black Lives Matter. Shamar, 23 ans, manifeste lui aussi en portant une arme, sur le modèle du mouvement Black Panthers des années 60, dans une logique d'autodéfense et de surveillance de la police. À l'époque des Black Panthers, dans les années 60, ça ne se serait jamais passé comme aujourd'hui. Ils auraient tué ce policier immédiatement. Je suis désolé de le dire comme ça. Oui, la vie des flics compte, mais c'est triste de voir que les mauvais flics ont pris le dessus sur les bons flics. Et puisqu'ils sont contre nous, on est contre eux. Et je vais continuer de protester avec mon flingue. Quelle est la solution avec cette police américaine? Est-ce que vous voyez une solution? Chaque fois que je croise un policier, c'est un blanc. Quand on dit Black Lives Matter, les vies noires comptent, ça ne veut pas dire que seules les vies noires comptent, toutes les vies comptent. Mais on veut que les gens comprennent qu'on est les seuls à être opprimés depuis plus de 400 ans. On nous a traités pire que des animaux. À une époque, on nous pendait dans les rues. Les gens se réunissent pour voir un noir pendu à un arbre pour brûler vif. Donc Black Lives Matter ne dit pas que les autres vies ne comptent pas, mais personne n'a été traité aussi mal que nous, les Noirs, par la police. C'est après 2016 que Shamar a durci son discours, après la mort de Philando Castile, un autre noir tué par la police à Minneapolis. À l'époque, Shamar avait manifesté pacifiquement. 4 ans plus tard, rien n'a changé. Avec George Floyd, le scénario se répète. On signe, selon Shamar, que les protestations pacifiques ne suffisent plus pour combattre les violences policières. On n'en peut plus quand ils ont tué Philando de 7 coups de feu tirés devant son bébé. On a manifesté, mais on n'a rien vandalisé. Du coup, ils n'ont pas senti notre colère. C'était cause toujours. Maintenant, il y a des dégâts qui vont leur coûter de l'argent, mais ils pourront réparer. Nous, rien ne ramènera George Floyd. Dans les rues de Minneapolis, le nom de Philando Castile résonne encore avec celui de George Floyd. En 2016, les images de sa mort avaient aussi déclenché des manifestations. Ce père de famille noire de 33 ans a été tué lors d'un banal contrôle routier dans sa voiture, sous les coups de feu tirés à bout portant par un policier blanc, sous les yeux de sa femme et de sa fille. Le policier avait tout simplement